c'est Stéphane, votre ingénieur consultant en système d'information. Bonjour, c'est RLP Business. Bonjour et bienvenue sur RLP Business, un nouveau direct depuis nos studios à Coulommiers-Chamiers sur 102.3 RLP Business, l'émission de l'entreprise, du management, du commercial, des ressources humaines, de l'activité entrepreneuriale dans le Périgord et ailleurs. Aujourd'hui, nous allons parler de l'excellence du Périgord en circuit court. Nous allons parler effectivement aussi d'expérience internationale. Nous allons parler aussi de production locale. Qu'est-ce qu'être un indépendant? Comment aller proposer à la France et au monde les produits locaux des artisans et des producteurs experts localement? C'est tout un métier. C'est avec monsieur Emmanuel Delvaux de J'aime mon terroir. Monsieur Delvaux, bonjour. Bonjour Stéphane. Bon, merci beaucoup d'être venu. Avec grand plaisir. Cette présentation vous convient-elle? Ça correspond à ce que vous faites? Tout à fait, effectivement, l'excellence du terroir. Et l'excellence du terroir, écoutez, on en parle en seconde partie, juste après les actualités de la semaine. Ne bougez pas, c'est juste après ça. Les actualités. Actualité, je regardais cette nuit la démonstration, le discours de Trump devant le Congrès américain, à l'américaine, là, avec les gens qui crient, les pancartes, la mise en scène, le show, la mise en avant des gens, les expositions de sommes d'argent. Et je me suis dit, mais vraiment, aujourd'hui, nous sommes totalement dépendants des États-Unis, parce qu'il y a 20 ou 30 ans, on avait cette attention envers des interlocuteurs comme Jacques Chirac ou Mitterrand, mais on n'allait pas regarder ce qui se passait comme ça à l'autre bout du monde, à 8 ou 10 heures de décalage horaire. Alors, c'est un spectacle inhabituel, culturellement, mais qui a son intérêt, parce que ce qui se passe chez eux a des répercussions chez nous, et cette année 2025 va représenter, je pense, un certain pivot idéologique dans beaucoup de secteurs sur la planète, mais qui aura des répercussions sur le business, sur l'activité, sur l'économie, sur la façon de faire du commerce de manière internationale. Il n'y a qu'à voir la guerre des prix qui est en train de monter. Alors, ce qui caractérise ce qui se passe là-bas, là, de manière récente, bon, moi je pense qu'il tape trop fort, mais il fait quand même des trucs. Par exemple, il a mis en place le DOGE, Department of Government Efficiency, c'est-à-dire un département d'efficacité gouvernementale où il va chercher les économies. Il en est à plusieurs milliards de milliards, je crois, d'économies, avec des trucs fous qui sont dépensés ici ou là, avec un nombre de pensionnés de la sécurité sociale qui ont plus de 200 ans, qui sont plus vieux que les USA eux-mêmes. Donc, il est en train de taper. Je pense peut-être qu'il se rapproche de la faillite. Le 13 mars, il y a un problème de shutdown là-bas. Donc, ils sont en train de chercher des économies partout comme des fous. Ils licencient les fonctionnaires. Ils ferment tous les contrats qu'ils peuvent fermer. C'est très très violent, mais vous verrez peut-être que dans pas très longtemps, ça sera pareil chez nous. Alors, ce qui les caractérise aussi, c'est l'expulsion des sans-papiers, tous les délinquants et criminels étrangers. C'est un marqueur aussi, quelque part, comme j'ai de constater. Lutte contre la bureaucratie. Alors, la bureaucratie, on la constate dans beaucoup d'endroits du monde. L'entrepreneur français, notamment, est confronté à la bureaucratie. Moi, je sais que j'avais 4 personnes. Ça voulait dire une journée par semaine, uniquement pour faire les papiers, s'occuper des 5 ou 6 administrations que j'avais en face de moi. On peut parler des francards, dont Maître D'Angléan parle souvent, qui sont des gens qui se trouvent un emploi privilégié, planqué, et puis qui après font leurs propres règles, leurs propres lois, leurs petits arrangements entre amis. C'est le début de la corruption. On en crève dans beaucoup de pays de ce genre de choses. C'est en train d'arriver chez nous, c'est en train d'arriver là-bas. Ils sont en train d'essayer de les virer. Et puis aussi, suppression de l'impôt sur le revenu et des diverses taxes, remplacées par des taxes à l'importation. Alors ça peut être violent, parce que ça veut dire qu'on met des taxes à l'importation partout. Moi, j'ai vécu en Asie, si vous voulez, les produits qui n'étaient pas faits sur place étaient taxés. Et conclusion, ce qui était fait sur place était beaucoup moins cher pour embaucher les gens qui étaient locaux. C'est un choix. Soit on taxe pas ce qui rentre et puis on demande aux locaux de donner de l'argent, soit on taxe ceux qui rentrent et les entrepreneurs locaux, on leur fout la paix. Mais c'est quand même un changement total de paradigme par rapport à ce qui se passait avant, et c'est surtout une manière de faire qui est très 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 différente de la nôtre. Donc, entrepreneur en France, c'est payer beaucoup pour la collectivité, être confronté à beaucoup de bureaucratie. Et là, je vais en parler à monsieur Emmanuel Delvaux. Monsieur Emmanuel Delvaux qui est passé à Londres, au Qatar, dans le Middle East, en Asie. Enfin, il a vécu plusieurs dizaines d'années dans le monde, donc il a aussi un regard multiculturel. Aujourd'hui, il a une société en France. Être entrepreneur en France, en fait, la bureaucratie, la taxe, les impôts, comment vous le vivez, vous? Alors c'est quelque chose qui est assez très compliqué, on va dire, puisque effectivement, le fait de passer des heures, voire des journées sur les tâches administratives, c'est pas efficace. C'est-à-dire que c'est tout le temps que je peux passer avec mes clients.
Les gros problèmes, et un problème que j'ai à l'heure actuelle qui est assez simple, c'est que mon compteur Enedis, Linky, le fameux Linky, est tombé en panne. Malheureusement, l'entreprise qui s'en occupe n'a pas noté que c'était en panne. Donc pendant 5 mois, je n'ai pas eu de consommation. Maintenant, je suis en dispute avec mon fournisseur d'électricité. Et ça fait maintenant, j'ai dû cumuler, je dirais, une bonne semaine, voire une semaine et demie, parce qu'il me facture, grosso modo, 1 an de facturation au lieu de quelques mois. Donc, grosso modo, 10 fois plus que ce que je devrais payer. Et ça, il n'y a pas de système. On essaie de parler avec des gens. Le système maintenant français est fait de telle manière que l'administration, les gens, il décide des services clientèle, que ce soit au niveau de l'administration fiscale, au niveau de l'administration de l'URSSAF, des OPCO ou autre chose. Mais dès qu'on a franchi cette première barrière, dès qu'on a un sujet qui est hors de la normale, on va dire, dès qu'il y a une dispute qui arrive, d'un seul coup, tout s'arrête. Ah oui, c'est pas écrit dans les textes, il n'y a pas le paragraphe, donc on le fait pas. Voilà, c'est ça. D'accord. Et quand on veut essayer de parler avec quelqu'un, grosso modo, la réponse que j'ai eue jusqu'à présent, c'est nous ne sommes que le service client, nous passons votre information à l'étape suivante, au chef, entre guillemets. Voilà, les autres, Z-O-T-R-E-S. Les autres, on donne ça aux autres, ils vont savoir, ils vont s'en occuper. Et ce qui est assez fabuleux, c'est que l'une des premières discussions, c'est on m'a dit, je passe aux autres, ils vont vous répondre directement. 1 mois plus tard, on va vous répondre. Ah mais non, mais on ne vous répond pas. Les gens, effectivement, à l'étage ne vous répondent pas directement. Il faut que vous écriviez. Et on vous répondra sous 10 jours. Donc, lettre recommandée, c'est aussi un truc qui est assez spécial en France. Cette fameuse lettre recommandée avec accusé de réception. Voilà. 10 balles. Systématiquement, pour le droit de parler à un service public, c'est 10 balles. Exactement. Ah ouais. On y va, on l'a fait. Et quand on les recontacte, au bout de 3 semaines, parce qu'on n'a toujours pas eu de réponse, ah non, mais on n'a jamais dit qu'il fallait répondre sous 10 jours. C'est une charte de qualité, mais... grosso modo, ça n'est pas une obligation. Tout à fait, voilà. Donc, d'un point de vue entrepreneurial, ça veut dire que ça met des problèmes de difficultés en trésorerie. Ça veut dire que c'est du temps qui est passé, alors, pour des disputes triviales. Il suffirait simplement de pouvoir se mettre d'accord avec une personne avec qui on puisse parler au téléphone. Tous les échanges se font uniquement par email ou courrier physique. La transition numérique. Voilà. Donc, tout ça, on en est très, 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 très loin. L'automatisation, la transition numérique. Voilà. Et on critique les autres, mais au Brésil, j'ai un ami qui vit là-bas. Ils ont ce qu'on appelle la justice de proximité, c'est-à-dire que sur 2 ou 3 semaines, il y a un juge qui va dire ça va, ça va pas. Il a même réussi à faire condamner Meta, WhatsApp, c'est-à-dire que WhatsApp a enlevé le compte de sa femme qui travaillait dans les services bancaires et autres. Le juge brésilien a dit non, vous remettez le compte bancaire, c'est un outil de travail, vous avez 2 semaines pour le faire ou c'est temps par jour. Allez faire ça en France, vous voyez. Bon, après, quand ça rentre un peu plus haut, le système et autres, mais en fait, la mécanisation à outrance fait qu'après, il n'est plus possible de faire que ce qui est prévu. Et en fait, plus rien n'avance. Tout à fait. Et si je reprends un exemple que j'ai vécu effectivement sur Dubaï aux Émirats Arabes, dans une journée, on est capable d'avoir sa carte entre guillemets d'étranger résident aux Émirats Arabes, d'avoir son permis de conduire, d'avoir tous les papiers nécessaires. Tout est automatisé. Et en fait, ils vous connaissent. Même quand je revenais 5 ans après, il y a même eu le trafic qui m'a dit « Attendez, vous aviez une petite amende à payer il y a 5 ans. » Il y a des inconvénients. Il y a des inconvénients aussi. Donc, pour avoir votre carte, vous devez d'abord régler votre amende. Mais voilà. Oui, mais c'est logique. C'est logique. C'est logique. Moi, j'ai été expatrié, c'était le deal. Je savais que j'étais dans la maison d'un autre. Les choses étaient extrêmement claires dès le départ. Je les acceptais, puis à la limite, c'était mieux. Voilà. Quand les règles sont claires et sont respectées, compréhensibles et respectées, c'est très facile. Bien sûr. Très, très facile. D'accord. Ok. Eh bien, écoutez, c'est l'invité de la semaine, c'est monsieur Emmanuel Delvaux de J'aime mon terroir. Ne bougez pas, c'est juste après ça. L'invité de la semaine. J'aime mon terroir, JM-monterroir, monterroir.fr, raclette, vin, produits laitiers, plein de bonnes choses qui se mangent, mais pas que, qui sont bien ici. JM mon terroir, monsieur Delvaux, c'est venu comment et qu'est-ce que vous y faites ? Alors, c'est une entreprise que j'ai créée il y a à peu près 18 mois de cela. D'accord. Et le nom a été une longue recherche. Ah, deuxième année. Deuxième année, oui. Voilà, exactement. On a été une longue recherche de trouver ce mot terroir qui pour moi était fondamental, puisque ayant expatrié pendant 25 ans, je revenais dans la maison familiale, mais un petit peu comme un touriste, quelques semaines par an. Et j'ai souffert, on va dire, de ne pas pouvoir connaître les bonnes adresses, de ne pas pouvoir avoir les bons tuyaux, on va dire, les belles affaires tirées de dessous les fagots.
Et donc, on passe un certain temps à faire ce que j'appellerais un petit peu on essaye et puis ça marche pas. Et puis des fois, on se fait simplement entourlouper, on va le dire comme ça, sur la qualité des produits. Et ça me gênait. Donc, quand j'en ai eu l'opportunité, j'ai voulu créer une entreprise éthique qui soit en mesure de non seulement pouvoir aider les petits producteurs à promouvoir leurs produits, donc de leur offrir un autre canal de distribution, puisque dans les produits du terroir, on va trouver directement chez le producteur. On va pouvoir aussi les acheter dans des maisons de producteurs, des regroupements, des AMAP, donc différents systèmes. Beaucoup sont centrés sur les grandes villes, on va dire, parce que c'est là où il y a le plus de volume. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est de travailler dans le milieu rural, de pouvoir donner et faciliter l'accès, puisque je me suis rendu compte que même mes voisins, génération 3, 4, 5 générations dans le secteur, n'étaient pas au courant qu'il y avait une nouvelle entreprise qui s'était ouverte et qui faisait de très très bons produits. Donc c'est un petit peu ce côté dénicheur des bons produits pour pouvoir les mettre en avant et en regrouper sous une plateforme, donc de manière un petit peu numérique et digitale. Donc c'est du e-commerce pour pouvoir offrir donc à ces producteurs une autre façon. Donc je ne suis pas en compétition avec les autres, je suis dans ma bulle entre guillemets directe. Et quand on considère que la Dordogne est aussi un département qui va en vieillissant, malheureusement, comme beaucoup de départements français. Pour l'instant, on parle moins du coût de l'essence pour se déplacer, mais c'est aussi une problématique. Eh bien, il y a toute une population qui est en difficulté pour accéder à ces produits. Si on veut faire un panier complet, que ce soit des laitages, en passant par la viande, en passant par les pâtes ou autre chose, il y a un certain nombre de kilomètres à faire si on veut faire le tour de tous les bons producteurs. Donc c'est un petit peu le travail de J'aime mon terroir. Je vais dénicher, je vais trouver tous ces bons produits, je les regroupe sur une plateforme et je les redistribue soit directement avec mon véhicule électrique réfrigéré. Donc je suis le seul en Dordogne, je crois, à avoir un véhicule réfrigéré qui travaille en milieu rural. Et je suis aussi par la poste. Toujours comme il y a, parce qu'il y a une grande place de marché sur Internet. C'est ça, voilà. Il y a effectivement, il y a une grosse demande pour je dirais au national. Et j'ai même eu l'occasion de travailler avec une société qui m'a demandé de faire des expéditions en Tchécoslovaquie, aux États-Unis, en Angleterre, donc pour valoriser entre guillemets tous ces produits-là. Donc c'est ça qui m'a un petit peu poussé de voir que J'aime mon terroir, ce sont des produits de qualité, qui ont été validés non seulement par moi, mais aussi par la communauté, puisqu'on fait régulièrement des réunions dans lesquelles on va faire goûter les différents produits. Il y a des petits scores. Vous avez amené quelques petits desserts là pour qu'on puisse tester? Presque. D'accord. Voilà. Mais voilà, donc l'idée c'est de... Je demande toujours parce qu'on ne sait jamais. Exactement. Donc vraiment l'idée c'est de pouvoir s'assurer qu'il y a ce gage de qualité. Donc ça veut dire que on va travailler. Je ne vais pas travailler avec tout le monde, mais je vais avoir une sélection de 3 types de producteurs, on va dire, par type de produit, et étant d'une gamme assez vaste, je suis ouvert à tout producteur dans leur truc. Et là, je vais basculer un petit peu plus sur le côté marketplace pour pouvoir permettre à d'autres producteurs de passer directement et de n'être qu'un intermédiaire digital, donc avoir un petit peu cette double casquette le cas échéant. Voilà. Alors c'est très intéressant parce que dans ce que vous expliquez, moi j'identifie tout de suite 2 axes entrepreneuriaux majeurs qu'on identifie régulièrement. La première, c'est que produire un produit de qualité, c'est un métier et qu'aller l'amener au consommateur, au distributeur, c'en est un autre. Et que très souvent, les gens qui sont très bons dans leur production ne sont pas des businessmen, ne sont pas des gens formés en communication, ne savent pas faire de l'argent et ne savent pas... par exemple, moi je suis ingénieur, j'ai une boîte à perte qui représente des millions d'euros de produits super que j'ai sortis avant les autres, mais qui n'ont jamais connu leur succès. Ce qui veut dire qu'il est parfois intéressant d'aller trouver des gens qui font de l'excellente production pour l'amener à leur destinataire. Ça, c'est la branche numéro 1, je pense que c'est ce que vous faites. Tout à fait. Voilà. Et la deuxième chose que je vois, c'est que nous sommes un département rural où les événements étant ceux qu'ils sont, il y a énormément d'endroits où les lieux de ravitaillement sont très éloignés,
avec des personnes parfois qui ont peu de mobilité, des voitures qui marchent mal, et puis en plus on leur dit rouler c'est pas bien. Et donc aller se déplacer dans les petits villages et les endroits pour aller vendre sur place, c'est forcément un créneau porteur pour beaucoup de gens si on est prêt à faire des kilomètres. Et en alliant les deux, je pense que vous avez votre cible. Tout à fait. C'est vraiment l'objectif de pouvoir avoir cette double casquette. Ce que j'appelle, c'est apporter un petit peu toute l'excellence du terroir sur un plateau d'argent. Hein. C'est vraiment faciliter l'accès à ces produits. Voilà. Bien sûr, ce qu'on appelle le distributeur. Sans oublier, effectivement, ce qu'on appelle la warehouse en anglais, c'est-à-dire l'entrepôt de stockage, parce qu'on fait aussi de la vente. Et c'est pas du dropshipping, là. Vous envoyez vraiment ce qui est de vos stocks sur Internet. Donc effectivement, il y a un modèle. Et puis dans le Périgord, on va le dire honnêtement, hein, dans tout ce qui est qualité de bouche et autres, il y a de quoi faire. Tout à fait. Et je suis un petit peu à la différence du dropshipping, et je suis un petit peu ce que j'appelle en plaisantant un dark store en campagne, puisque effectivement, je mets un point d'honneur à acheter le stock au producteur. Puisque pour moi, si je veux effectivement aider le producteur, il faut que je sois aussi impliqué. Donc je ne vais pas faire le modèle du dépôt-vente, parce que le dépôt-vente, pour moi, c'est si ça marche, ça ne marche pas, c'est pas grave. Alors que là, en achetant le stock, moi, j'ai une responsabilité financière. Il faut que je m'en sépare de ce stock. Il faut qu'effectivement que je l'écoule. Oui, il y a le pour et le contre. Voilà. En achetant en quantité, il y a des prix aussi, peut-être. Tout à fait. Il n'y a pas forcément les prix, puisque sur le côté prix, je reste dans l'approche très importante que le prix est fixé par le producteur. Donc, à la différence de la grande consommation, moi, ce qui est important, c'est que le producteur qui connaît la valeur de son travail, qui est capable de me la justifier. Et c'est pour ça que je passe, avant de référencer un producteur, j'ai passé plusieurs heures avec lui ou avec elle pour comprendre, pour avoir toute la finesse de un savon, ça c'est pas comme ça. Un savon, ça demande plusieurs heures, plusieurs semaines de travail. On n'en parle pas assez, mais il y a des artisans savonniers en Dordogne qui font un travail assez remarquable. Tout à fait. Voilà, donc il faut avoir... Moi, j'ai effectivement un background plutôt ingénieur technique, donc je découvre des métiers, je découvre la difficulté, par exemple, d'un produit aussi simple que la pomme de terre, voilà, avec toute la saisonnalité que cela peut avoir. Et donc, c'est une fois qu'on a compris effectivement la difficulté ou qu'on est en mesure de pouvoir expliquer au client final pourquoi est-ce que ce prix, c'est celui-là. Et c'est important pour moi de ne pas arriver en disant voilà, maintenant je vais vous prendre X savon, donc vous me faites X% de réduction parce que ceci, cela. Je ne suis pas dans une démarche commerciale à ce niveau-là. Je suis dans une démarche pour pouvoir aider et fournir un nouveau canal de distribution. Et pour l'instant, ça fonctionne très bien puisque ça permet d'avoir une relation apaisée avec les fournisseurs, avec les producteurs. Et ça me faisait penser un petit peu, ça me faisait sourire quand récemment, aux nouvelles, on a vu Karine Le Marchand, lors de la soirée de l'agriculture, du salon de l'agriculture, se mettre effectivement avec tous les grands, les GMS pour permettre aux entreprises qui sont en difficulté de pouvoir accéder directement aux centres commerciaux. C'est le circuit court qu'ils essaient de repromouvoir en disant effectivement l'amour est tout près. Oui, c'est vrai, l'amour est tout près, mais il y a des acteurs comme J'aime mon terroir qui sont déjà présents sur le terrain. J'ai un petit peu je comprends l'approche, mais en même temps, je pense qu'il y a une opportunité qui devrait être prise de façon régulière. Non, ça, c'est le grand défaut de l'administration française, c'est qu'ils essayent de limiter les interlocuteurs et donc ils privilégient les gros. On trouve effectivement ce phénomène de rassemblement un peu partout, hein, dans le business de la formation, dans le nouveau code d'accès au marché public. Il ne s'adresse plus aux TPE, PME, petites entreprises, il s'adresse aux gros parce que ça fait moins de personnes avec qui négocier. Mais après, il y a une dénaturation du tissu socio-économique qui est comme ça. Bon. Vous, en fait, je regarde votre CV, vous avez plusieurs dizaines d'années d'expérience dans le développement commercial, dans le marketing. C'est votre métier d'origine, en fait. Vous avez passé plus de 25 ans chez Schlumberger, vous êtes passé dans plusieurs entreprises, dans divers endroits du pays. Donc, vraiment, vous, c'est faire le développement économique. Est-ce que à l'étranger, le modèle de développement économique est aussi basé sur les TPE, PME, comme on a l'impression de le savoir. En fait, quelle est la différence entre l'étranger et nous? De votre expérience d'expatrié, qu'est-ce que vous nous apporteriez ici? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse ici pour aller mieux? Voilà.
Alors vous l'avez dit au départ, hein, tu l'as dit au départ, c'est la simplification de l'administration qui est une lenteur et un frein à tout investissement. Le nombre de dossiers pour faire des levées de fonds, c'est dans tous les sens, avec un administratif et une documentation qui est excessive. Pour moi, c'est déjà l'une des premières difficultés. La deuxième, c'est le fait qu'il n'y ait pas de support et de volonté d'aider, je dirais, les entreprises locales. C'est un marché ouvert. Voilà. Les aides, c'est pour les gens qui sont en difficulté. Les aides, c'est pour les gens qui sont en difficulté, on est bien d'accord. On a oublié ça, parce que ici, ça paraît normal de demander des aides, mais au départ, le mot aide, on va aider quelqu'un lorsqu'il arrive pas tout seul. Tout à fait. Donc, qu'est-ce qu'on faut faire pour qu'il arrive tout seul? Exactement. Donc, et ensuite, le côté, pour moi, qui est assez important quand je compare par rapport aux différents pays dans lesquels j'ai pu travailler, c'est ce volontariat et cette volonté de la réussite. Il y a vraiment, effectivement, tout le monde est content, on va se réjouir quand quelqu'un réussit. En France, c'est un peu plus compliqué. Il y a plus de freins, il y a plus de jalousie. Et j'avais, par exemple, une amie qui fait effectivement des confitures. Elle s'est positionnée sur un magasin, clairement, qui était en conflit avec un autre producteur. Et pour une raison X ou Y, elle avait à peine ouvert depuis 24 heures que le contrôle des répressions des fraudes lui tombe dessus. Voilà. Donc c'est ce genre de... Attention, il y en a un qui bouge. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc c'est vraiment cette difficulté de pas favoriser effectivement le développement, l'entrepreneuriat. On retrouve dans les francards, hein. Il y a des gens qui font leur propre loi, leur propre boulot, là, avec du copinage et autres, et qui vont déléguer des trucs pour aller embêter le copain. Voilà. Ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, on est tellement à la recherche, dès qu'il y en a un qui bouge, on lui tombe dessus pour vérifier. Tout à fait. D'accord. Non, mais vous l'avez senti en tant qu'entrepreneur, vous-même, ça Il y a un gros doute aussi. Bon, quand on démarre effectivement une entreprise, beaucoup de clients aussi sont un petit peu réservés. Le fait d'utiliser une plateforme e-commerce, peut-être avec utiliser sa carte de crédit. C'est rentré dans les mœurs maintenant. Ça y est. Ouais, dans les années 20 du 21e siècle, certes, mais c'est quand même rentré dans les mœurs. Ça. Et bien, pas autant que ça. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Ah, il faut leur expliquer alors. Donc il faut savoir, c'est que quand même 2/3 des chèques écrits en Europe sont en France. Oui, les chèques, ça n'existe pas ailleurs. Voilà. Bon, c'est les chèques de banque, mais professionnels. Mais dans le cadre du particulier, le chèque, c'est ici. Il y a encore une grosse méfiance en utilisant sa carte de crédit, et puis tout est fait pour que ça soit créé. Donc il y a toujours cette difficulté aussi quand on peut avoir un beau site avec de beaux produits, avec une belle histoire. Le passage à la commande, parfois, effectivement, on s'aperçoit que peut-être pas, ils sont nouveaux, donc on va regarder les Trustpilot, on va regarder les autres choses avant de pouvoir se lancer. Ah, ça, mais le consommateur fait son choix. Tout à fait. Je connais des gens qui sont capables de passer 7 à 8 heures de recherche pour économiser 2 ou 3 euros sur des produits qui en valent 20 ou 30. Hein. C'est pas très rentable, mais culturellement, ils font ça. C'est ça. Ok. Bon, dites-moi, créer une société ici, juste pour savoir, vous êtes en nom propre, en SAS. D'accord, donc comme le 440, le truc qui normalement est stable et ne bougera pas trop demain. Voilà, c'est ça. Ok, donc responsabilité limitée. Tout à fait. Donc vous ne risquez pas votre, sauf faute personnelle, vous ne mettez pas en jeu votre canapé et votre peau si jamais il y a un problème. Tout à fait, c'est le but du jeu. Absolument, on apprend ça très vite ici. Voilà. D'accord. Vos parents étaient dans l'entrepreneuriat ? Non, mes parents étaient dans la marine marchande, donc employés pour différentes sociétés, mais aussi en expatriation. Donc il y avait déjà l'international. Tout à fait, voilà. Ouais. Mais avec votre réseau, vos connaissances, vous allez bien réussir à nous mettre en place des plateformes d'exportation. Notre balance commerciale française en a besoin. Tout à fait. Mais pour l'instant, moi, ce qui m'intéresse, c'est plus, en fait, refaire découvrir nos produits. Vous voyez des palettes de cèpes là au Middle East. Non, voilà. Alors d'abord, dans mon secteur, on n'a pas eu de cèpes cette année, donc on est un peu vexé. Ok. D'accord. Oui, donc SAS, tout ça et autres. Des salariés ou pas encore ? Alors j'avais effectivement 2 salariés, mais malheureusement qui n'ont pas continué dans l'entreprise pour des raisons multiples et diverses.
avec une façon de rompre le contrat qui a été parfois surprenante, un petit peu légère, je trouvais. Donc, pour l'instant, je suis redevenu, entre guillemets, mon propre employé, qui est déjà assez compliqué à me gérer tout seul, hein, c'est pas une simple affaire, et me permet de pouvoir me repositionner, rechoisir effectivement des talents qui seront plus adaptés à l'entreprise. Voilà. Le chef d'entreprise a ce qu'on appelle une machine à coups de pied aux fesses qu'il utilise parfois pour lui-même, pour avancer plus vite. Voilà. Hein, on le fait tous, ça, des fois. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez une expérience de création d'entreprise, de suivi, de marketing, de commerce et autres, d'expansion de marché, etc. Vous étiez aussi dans le RH dans votre carrière avant ? J'ai fait aussi 2 ans de ressources humaines, donc c'était aussi intéressant. Et c'était où ? J'étais basé à Londres. D'accord. Et j'avais une responsabilité mondiale, donc j'avais effectivement une belle vision sur les différentes activités. Avoir des employés en France, ça vous intéresse, ça vous branche, c'est facile, ça vous attire ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Si vous parlez à n'importe quel entrepreneur, je pense que c'est l'un des problèmes numéro 1. Non seulement... Parce qu'on n'en trouve pas, parce que c'est dangereux. Il y a la difficulté pour en trouver. D'accord. Il y a la difficulté pour les garder. Et il y a la difficulté financière qui est associée, puisque généralement, avant même d'avoir que l'employé ait commencé à travailler, on commence déjà à devoir payer différentes ça, c'est la France. Dès qu'on crée une boîte, on a gagné quoi que ce soit, il y a des sous à dépenser. Voilà, c'est ça. Et difficulté à s'en séparer aussi quand ça se passe mal. C'est un mariage à vie, quasiment. C'est un mariage à vie, mais pour l'instant, je n'ai pas eu encore cette expérience, mais ça peut être compliqué, effectivement, dans beaucoup de cas, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'attitudes qui vont être, à mon avis, aux dépens de l'employé, d'essayer de contourner certaines législations pour s'assurer qu'il y a cette flexibilité. Et c'est un petit peu dommage dans les pays anglo-saxons où effectivement c'est plus facile de se séparer l'un de l'autre quand les accords ne sont plus liés. On voit qu'il y a une dynamique beaucoup plus rapide. C'est-à-dire que les gens sont capables de retrouver un travail beaucoup plus rapidement. Et il y a cette volonté de travailler plus ensemble. Donc, pour moi, le modèle anglo-saxon est assez intéressant parce que ça permet d'avoir une belle dynamique tout en ayant une protection. J'avais des gens dans la rue Piston de Dublin qui distribuaient des prospectus pour dire aux gens « Créez votre société, venez là, guichet unique ». Ouais. Avec des rabatteurs pour lancer les gens et tout. Culturellement, c'est différent. C'est très différent. Il n'y a pas de comparaison. C'est extrêmement différent. Vous avez passé plusieurs années, des dizaines d'années en tant que salarié. Qu'est-ce qui a fait, après avoir travaillé comme salarié dans ces grosses sociétés, style Schlumberger et les autres, là, pourquoi l'entrepreneuriat ? Alors, quand on travaille dans des grosses sociétés, on a quand même un certain cadre qui est à respecter. On va se trouver un petit peu bridé dans un certain nombre de choses que nous souhaiterions faire. Et donc, l'entrepreneuriat, c'est la porte. Maintenant, je décide ce que je veux faire, quand je veux le faire et au moment où je veux le faire. Et c'est ça que je trouvais très intéressant dans le côté entrepreneuriat. D'accord, donc il était temps. Voilà, c'est ça, tout à fait. Ok. Alors, dans vos produits, il y a des leaders, des belles choses qui viennent. Appâtez-nous un petit peu, là. Pour l'instant, on termine la saison de la raclette. Hein, on arrive sur la fin de l'hiver. J'ai vu spécial raclette sur le site. Il y a des beaux fromages et tout. Exactement. Donc, tous les produits sont à moins d'1 heure de Jamon Terroir. Donc, c'est aussi un signe de proximité. Et puis là, on va arriver sur la période de Pâques avec quelques chocolats. Et puis ensuite, on va se repositionner sur la partie magret et tout ce qui est barbecue, puisque ça va redémarrer avec tous les mariages qui vont redémarrer, les plateaux de charcuterie, tout ce qui est première communion et j'en passe, donc toutes les réunions de famille qui redémarrent avec les beaux jours, donc belle proposition. Comment est-ce qu'on trouve votre circuit de voitures, là, les villages où vous passez et autres? Comment on sait à quelle heure vous passez, à quel endroit? Alors pour l'instant, c'est uniquement à la demande, donc, voilà, donc quand les gens passent commande, ils peuvent effectivement réserver un créneau. Alors c'est pareil, quand je suis effectivement dans mon secteur, quand je me fais une livraison, on va me dire que vous êtes livré entre 8h et 15h. C'est compliqué pour moi de rester à la maison sur cette période-là. Donc, sur Jamon Terroir, on vous donne un créneau de 2 heures maximum avec une information à une demi-heure près ensuite. Et on vous contacte sur JM, les lettres, le tiré du 6, monterroir.fr, Delvaux Emmanuel. Vous êtes sur LinkedIn, sur Facebook, vous êtes partout. Un petit mot de la fin? Eh bien, un grand merci. Et puis, j'espère qu'on va pouvoir continuer à développer le produit local et à développer et à aider tous les artisans qui nous font de bons produits sur toute l'année. Yes, voilà. Le Périgord, monsieur Emmanuel Delvaux, voilà. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. RLP Business. RLP. Radio libre en Périgord.